Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. L'audience accordée par le vice-président de la République Thiemokome Eliette Kone aux ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. Ce 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de la tuberculose. À l'occasion de cette journée, le gouvernement a délivré un message. Celui-ci révèle une amélioration de la prise en charge des femmes résistantes de la maladie et la baisse du taux de décès de 10% à 8% entre 2019 et 2022. En sport football, la Côte d'Ivoire affronte le Comore dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ce jeudi au stade de Bouaké, les deux équipes veulent la victoire. Voilà pour l'essentiel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Le vice-président de la République, Thiemokome Eliette Kone, s'est entretenu avec les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. La rencontre s'est tenue au palais présidentiel. Les précisions d'Awa Touré. Le vice-président de la République, Thiemokome Eliette Kone, et le nouvel ambassadeur de l'Inde, au cours de cet entretien, ont fait le point sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, notamment dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de la transformation des noix de cajou, ainsi que de l'industrie pharmaceutique. Au titre des sujets que nous avons abordés, il y a les technologies de l'information, donc comment renforcer notre coopération dans ce domaine-là, ainsi que dans celui de la transformation de la noix de cajou. Alors donc, un autre aspect que nous avons abordé concerne le secteur des services et donc le développement des ports secs. Nous avons également parlé du renforcement de notre coopération dans le domaine pharmaceutique. Comme nous le savons certainement, il y a déjà 2 entreprises indiennes qui sont installées ici en Côte d'Ivoire. Et donc l'objectif de cette coopération est de mettre à la disposition de la population des médicaments à coût abordable afin de soutenir et de contribuer à la réalisation de la couverture maladie universelle. L'ambassadeur des États-Unis s'est pour sa part félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays, avant d'ajouter qu'elle entend contribuer au renforcement de la coopération et du partenariat dans les secteurs de l'économie, la santé, l'environnement et la sécurité. Nous avons parlé de notre relation bilatérale, l'investissement que les États-Unis, que nous sommes en train de faire en partenariat avec la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Nous avons parlé de nos intérêts en commun, de nos souhaits pour une sous-région dans la paix, où il n'y a pas de conflit, où il y a les opportunités pour tout le monde. Et nous avons parlé du monde. Donc, nous avons la même vision du monde. Notons que les ambassadeurs de l'Inde et des États-Unis, ainsi que 6 autres diplomates désignés, ont présenté leur lettre de créance au président de la République le 2 mars 2023. Et pour ce qui concerne le secteur du transport, dans les jours à venir, 12 opérateurs de transport qui évoluent dans le secteur des taxis-compteurs devront donner le détail du modèle économique qui gouverne leurs activités. Cette décision émane du comité chargé de surveiller les activités financières. Ce comité s'est réuni pour statuer également sur les placements réalisés par ces opérateurs de transport qui exercent sans agrément. Des soupçons d'arnaque de type agrobusiness pèsent sur ces opérateurs. Ils devront donc répondre à cette convocation pour faire la lumière sur leurs prestations. Lancine Bakayoko. À cette session qui s'est déroulée à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, le comité de veille, dont le rôle est de surveiller les activités financières, a fait le point des investigations sur une douzaine de sociétés de transport opérant essentiellement dans le domaine des taxis-compteurs. Des sociétés de transport qui mobilisent l'épargne publique par placement sans avoir obtenu au préalable un agrément. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens se font avoir aujourd'hui par des propositions alléchantes de revenus à la suite de placements d'argent. Ces types d'opérations ont tendance à flouer les Ivoiriens, à dilapider l'épargne des Ivoiriens.
On ne peut pas collecter l'argent de la population sans avoir reçu au préalable un agrément. Le placement des revenus étant réglementé, les sociétés de transport suspectes devraient pouvoir faire la lumière sur leur modèle économique. La décision fondamentale, c'est de convoquer l'ensemble de ces structures et de les entendre et voir leur modèle économique, voir si ce modèle s'inscrit dans les schémas existants. Et sinon, leur demander de mettre fin à ces opérations. En attendant, les populations sont appelées à la prudence face à cette activité de crédit qui s'apparente à l'agrobusiness. Chaque fois qu'il y a une annonce avec des conditions de rémunération qui dépassent le montant de votre placement, il faut savoir que c'est quelque chose de suspect, c'est anti-économique. On vous dit, vous placez 50 000 et puis on vous donne 100 000. C'est alléchant, mais c'est anti-économique et c'est porteur de risques. Donc il faut que la population fasse attention à ce genre d'activité. Parce que notre objectif, c'est de protéger la population et son épargne. Le comité de veille regroupe toutes les administrations en charge de la sécurité financière, entre autres la police scientifique, le trésor public et le procureur de la République. Et nous sommes le 24 mars 2023. Tous les 24 mars, eh bien, le monde entier célèbre la journée mondiale de la tuberculose. Le message du gouvernement prononcé à l'occasion de cette journée révèle une amélioration de la prise en charge des formes résistantes de la maladie. Le traitement a également progressé, passant de 72% en 2020 à 78% en 2021. Le taux de décès a lui baissé de 10%. Il est passé à 8% entre 2019 et 2022. Didier Nguessan nous en parle. Maladie infectieuse provoquée par une bactérie, la tuberculose infecte principalement les poumons du malade. La toux, la perte de poids, les sueurs nocturnes et la fièvre sont les principaux symptômes. Mais certains cas de tuberculose sont asymptomatiques. L'Organisation mondiale de la santé consacre la journée du 24 mars à faire l'état des lieux de la tuberculose. Selon l'OMS, en 2019 et 2020, on a noté une baisse de la notification des nouveaux cas de 18%. Ramenant au niveau atteint en 2012, soit 10,6 millions de cas. L'accès difficile au diagnostic et aux médicaments a entraîné une augmentation des décès qui ont atteint le niveau de 2017, soit 1,3 million de cas. En ce qui concerne notre pays, une baisse de 7% de la notification a été observée en 2020 par rapport à 2019. Toutefois, le taux de décès s'est maintenu avec une tendance baissière passant de 10% en 2019 à 8% en 2022. La Côte d'Ivoire dispose de 360 centres de prise en charge des tuberculeux. Le ministère de la Santé travaille à améliorer la prise en charge des comorbidités et du traitement préventif des sujets contacts vulnérables. Le nombre de cas notifiés a augmenté de 9% entre 2020 et 2022 pour atteindre 21 841 cas et le succès du traitement des cas contagieux maintenu à un niveau élevé de 86%. La prise en charge des formes graves résistantes s'est aussi améliorée, avec un succès de traitement de 78% en 2021 contre 72% en 2020. La lutte conjointe tuberculose et VIH-Sida se maintient à un niveau élevé avec 99% des tests VIH-Sida réalisés et 98% des patients co-infectés mis sous ARV. La célébration officielle de la 28e journée se déroulera le 31 mars prochain à Tiasalé. Comment évolue la Covid-19 en Côte d'Ivoire? Le point dans un instant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier jeudi 23 mars 2023 2 nouveaux cas de Covid-19 sur 180 échantillons prélevés, soit 1,1% de cas positifs, 3 guéris et 0 décès. À la date du 23 mars 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 297 cas confirmés, dont 87 452 personnes guéries, 834 décès et 11 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 684 169 le 22 mars 2023. 3 448 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 387 974 doses du 1er mars 2021 au 22 mars 2023.
La priorité nationale en matière d'accès à l'eau et à l'hygiène et à l'assainissement était au cœur d'un séminaire organisé par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité pendant 2 jours. Les participants à ce séminaire ont fait des propositions pour une gestion équitable de l'eau. Le reportage de Grace Cando. Mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau en mettant l'accent sur l'évaluation régulière de la ressource et garantir l'accès à l'eau potable à travers le programme Eau pour tous à 97% en 2025 et à 100% en 2030 dans le milieu urbain et rural. Tels sont quelques engagements pris par la Côte d'Ivoire en 2020 en Indonésie lors du sommet de haut niveau des ministres en charge du secteur. Quelques mois après, l'heure est au bilan. Les gouvernants ont besoin de l'accompagnement des partenaires. Il y a des partenaires qui ont annoncé des actions pour accompagner le gouvernement et des actions innovantes. Il y a par exemple les scouts catholiques, il y a les universités, la recherche scientifique, il y a les collectivités territoriales, il y a des ministères. Nous avons le Fonds vert pour le climat. Tout ce qui est activité, infrastructure d'eau doit être accompagné d'infrastructures d'assainissement. Lorsque nous apportons l'eau aux populations, il faut faire aussi l'assainissement. Et aujourd'hui, la télé a réuni tous les acteurs et pour nous, c'était une opportunité d'échanger ensemble, en fait, de mutualiser nos forces pour apporter un bon résultat à nos ménages et aux populations. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, si la presse n'accompagne pas, ça ne donnera pas le volume de visibilité qu'il faut. Pour sensibiliser les populations dans les écoles, il faut que les journalistes accompagnent les organisations qui font cette sensibilisation-là. Nous portons la voix des sans-voix. Ces engagements s'inscrivent dans le cadre du projet SWA, une plateforme mondiale qui réunit plus de 80 pays pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement. Dans les mois à venir, parce que le pays reste prioritaire, on va essayer de porter les résultats de cet atelier à un niveau plus politique, à un niveau plus stratégique, pour que ce qu'on a décidé de faire ici, ce soit vraiment inscrit dans les plans des uns et des autres. Partenaire depuis 2010, la Côte d'Ivoire fait partie du comité de pilotage de la SWA. Et justement, la question de la rareté de l'eau ou de sa pollution est au cœur du dossier international que vous propose en cette mi-journée la rédaction de RTI 1. Tous les continents sont soumis à la menace constante et progressive du manque d'eau ou de sa pollution. D'ailleurs, depuis mercredi dernier, les Nations Unies consacrent leur réflexion à la crise de l'eau, qui est une véritable menace pour la vie en général et pour la survie de la planète en particulier. Michel Diré nous en parle. Depuis plusieurs mois, un quart des habitants de cette petite ville de l'Arizona aux États-Unis est à sec. La municipalité dont ils dépendent ne leur fournit plus d'eau. Raison évoquée, la sécheresse qui sévit depuis 20 ans dans la région qui a réduit le débit du fleuve Colorado d'où vient l'eau potable. L'eau doit donc être acheminée de plus loin et coûte plus cher. Avant, je facturais entre 4,5 à 5 centimes par gallon d'eau. Maintenant, c'est plus du double. Et je ne sais même pas si c'est suffisant à ce stade. Les gens reçoivent des factures astronomiques. Entre 100 et 1100 $ par mois, c'est ce que pourrait payer Wendy Evans lorsque l'approvisionnement normal sera rétabli. En attendant, il recueille l'eau de pluie. Tous les jours, nous remplissons ces bouteilles d'eau et nous les amenons aux toilettes pour remplir le réservoir et tirer la chasse d'eau. La seule chose qui incite les gens à mieux économiser l'eau, c'est quand le coût de l'eau augmente. Un peu plus en aval du fleuve Colorado, dans le sud de la Californie, les agriculteurs aussi dépensent sans compter pour continuer de fournir aux Américains une partie substantielle de leurs fruits et légumes. C'est un système très coûteux. Cette unité ici s'étend sur 800 mètres et coûte presque 280 000 €. Donc, c'est une énorme dépense en capital. Mais c'est ce que nous faisons ici pour essayer d'économiser l'eau tout en restant viable. L'Ouest américain n'est pas le seul à se battre pour l'eau. Partout dans le monde, les tensions se multiplient au rythme des sécheresses de plus en plus nombreuses, conséquence du réchauffement climatique.
L'ONU estime que 2,3 milliards de personnes connaissent déjà des pénuries d'eau. La problématique de l'eau reçoit beaucoup moins d'attention que le changement climatique. On a l'impression que l'accès à l'eau va de soi. Et même lorsque l'on parle d'une crise mondiale de l'eau ou d'une grave sécheresse dans certaines parties du monde, on a le sentiment que ça ne touche pas vraiment les gens, les décideurs et les hommes politiques. La France aussi a été touchée par une sécheresse sans précédent cet hiver et de nombreux départements font face à des restrictions d'eau. Selon l'ONU, la répartition des ressources en eau pourrait devenir un enjeu majeur des années à venir et provoquer des tensions internationales si les pays n'arrivent pas à s'entendre. Je n'ai jamais été aussi inquiet sur la question de l'eau, sachant que nous avons franchi les limites planétaires de l'eau, que nous avons rompu le cycle de l'eau et que l'insécurité hydrique compromet non seulement l'eau, mais aussi tous les objectifs de développement durable. En même temps, je suis incroyablement motivé par les nombreuses initiatives prises dans le monde entier. Face au manque d'eau, des projets voient le jour un peu partout pour mieux réutiliser celles qui existent. Ici en Afrique du Sud, cet ingénieur a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière. On peut l'installer dans un certain nombre de mines pour rendre potable l'eau extraite du drainage minier. Avec ça, on résout deux problèmes. La disponibilité en eau. Et cela peut alimenter en eau environ 1 million de personnes dans la région de Johannesburg, soit environ 20% de la population. 2 milliards d'habitants de la planète n'ont pas accès à l'eau potable et près de la moitié de la population mondiale vit sans système d'assainissement sûr. Au Cambodge, 100 000 personnes vivent au bord de ce lac. Choléra, diarrhée, dans ces eaux impropres à la consommation, de nombreuses maladies se développent. Nous utilisons cette eau, nous buvons cette eau et nous déféquons dans cette eau. On fait tout. Je suis vraiment inquiète car ma fille est morte à cause de cette eau. Une entreprise locale a mis au point des toilettes flottantes. Ce système permet de filtrer les eaux usées et de les réutiliser pour cuisiner ou faire la lessive sans risque. Une lueur d'espoir pour ses habitants, mais qui a un coût. 165 € par toilette, alors que le revenu moyen d'un pêcheur avoisine les 4 € par jour. Si on ne fait rien, le scénario est assez simple. La population, qu'elle soit urbaine ou rurale, ne peut pas survivre sans eau. Donc, il y aura un exode de gens qu'on appellera des réfugiés environnementaux ou des réfugiés de l'eau, car ils ne pourront tout simplement pas rester s'ils n'ont pas suffisamment d'eau pour survivre. Ils devront partir s'ils ne veulent pas mourir. La conférence des Nations Unies sur l'eau qui s'achève ce vendredi à New York vise à attirer l'attention mondiale sur les défis liés à l'eau. Selon l'ONU, le manque d'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste la première cause de mortalité dans le monde. Et puis, mesdames, messieurs, l'actualité est aussi sportive. Ce 24 mars, les éléphants de Côte d'Ivoire seront opposés à l'équipe nationale de football des Comores ce jeudi au nouveau stade d'Abouaké. Dans quelques heures, en prélude à ce match, les sélectionneurs des deux équipes ivoiriennes et comoriennes ont animé une conférence de presse. Jean-Louis Gasset pour la Côte d'Ivoire et Younes Zerdouk pour les Comores étaient face aux journalistes. Les deux techniciens ont expliqué leur choix pour ce match et l'objectif est clair pour les deux techniciens, la victoire pour leurs équipes. J'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko ni Wilfried. J'ai décidé. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Donc, c'est mon choix. Les Comores ont 3 points. Ils vont bagarrer avec la Zambie. On va être un petit peu l'arbitre de cette deuxième qualification. Moi, je suis un entraîneur qui veut être confronté à ces grosses nations. C'est ça qui m'intéresse. Les joueurs, c'est ça qui les intéresse. C'est jouer contre plus fort que toi parce que tu vas apprendre. Rappelez-vous à la CAN,
on s'est retrouvé sans gardien de but, sans 3 gardiens de but, avec une partie du groupe qui était à Garoua, et même des gens du staff. On s'est retrouvé 14 joueurs, sans gardien de but. Donc il nous manquait. Et encore une fois, ça, c'était un déclic. Ça a été un déclic dans cette sélection, dans le sens où cette sélection a compris que le fait d'être solidaire, le fait d'être des frères, parce que c'est ça la force de cette équipe nationale, ils ont cet esprit d'équipe, de famille, d'entraide. Voilà la réaction des deux sélectionneurs ivoiriens et comoriens. Et nous prenons tout de suite la direction du stade de Bouaké, où se trouve Cathy Touré de la rédaction de RTI Sport. Cathy Touré, bonjour. Les éléphants seront face aux Comores dans quelques heures. Quelle est l'ambiance qui prévaut en ce moment au stade de Bouaké avant le début de ce match, Cathy ? Bonsoir Herman Guivet, bonsoir à tous. Effectivement, l'ambiance elle est bonne ici au stade de la Paix, un nouveau stade de la Paix qui nous est donné de découvrir. Aujourd'hui, on aura plus d'informations, mais pour l'instant, sachez que le stade il est en train de se remplir petit à petit. Les populations sont très motivées et ce match entre la Côte d'Ivoire et les Comores compte pour la 3e journée éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va se dérouler en janvier-février 2024 ici en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, comme je le disais, le Stade de la Paix a fait peau neuve et pour en parler, pour donner plus d'informations, je reçois M. Doumbia Abdoulaye qui est donc le responsable du Bénet qui a conduit, il va nous rejoindre maintenant, M. Doumbia Abdoulaye qui a conduit les travaux ici au Stade de la Paix. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, comment allez-vous? Très bien, vous-même? Oui, ça va très très bien. Alors nous sommes dans un stade que nous ne connaissons pas, nous ne reconnaissons pas. Dites-nous un peu, qu'est-ce qui a changé véritablement dans ce Stade de la Paix? Oui, dans ce stade, pour être fondamentalement, plusieurs choses ont changé. Initialement, nous avions un stade qui avait 25 000 places et que nous avions fait donc une nouvelle architecture pour 40 000 places. Et après cela, donc, nous avions repris totalement toute la climatisation par des groupes froids. Nous avions repris également tout le système d'électricité, électrique comme on dit, et qui est secouru aussi par des groupes électrogènes. Le système de détection incendie, tout a été changé. Mais tout le travail a été fait conformément aux normes CAF et FIFA. Donc aujourd'hui, nous avons un stade flambant neuf. Vraiment magnifique ce stade, félicitations. Donc c'est un stade qui répond à toutes les normes FIFA et un stade sur lequel on peut compter pour notre Coupe d'Afrique des Nations. Je vous le garantis, tout à fait. Vous pouvez même essayer tout à l'heure sur ce même stade. D'accord, nous n'allons pas manquer de faire ce test donc tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci madame. À vous. Tout à l'heure pour le match. C'est donc un match, un stade de la Paix magnifique qui nous est donné de voir aujourd'hui. Et comme je le disais, les populations de Bouaké ne sont pas en reste de cette fête, on va dire, qui va avoir lieu dans quelques instants, sur le coup de 16 h ici au stade de la Paix. Elles sont motivées, elles ont hâte de retrouver leur stade. Nous avons pu sillonner la ville hier et nous sommes convaincus qu'aujourd'hui ce stade-là sera plein pour recevoir les éléphants de Côte d'Ivoire face aux Comores. Même si la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée parce que c'est elle qui organise la compétition, c'est l'occasion pour nous de pouvoir voir ce que vaut l'équipe de Jean-Louis Gasset. Et donc les observateurs et tous les Ivoiriens seront scotchés pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et les Comores. Bonne journée à vous. Merci Cathy pour toutes ces précisions. Si vous ne l'avez pas encore fait, mesdames, messieurs, vous avez le temps de passer bien votre maillot tricolore en soutien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui s'est reposée dans un instant à celle des Comores dans un match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire. Et loin de l'ambiance du stade de Bouaké qui certainement prendra du volume à quelques minutes de la rencontre dans un cadre moins bruyant et donc plus solennel, 10 acteurs de la communication, des médias et du numérique ont été primés. C'était au cours de la remise officielle des 2e et 3e prix d'excellence 2022, couplé du lancement du prix 2023 qui s'est tenu au cabinet du ministère de la Communication, de l'économie numérique. Jean-Marc Djadji était. Les 10 lauréats classés 2e et 3e prix national d'excellence 2022 pour le département de la communication sont primés. Ils sont honorés pour leurs performances et leurs projets innovants dans les secteurs de la communication et du numérique. Le développement de la communication et des médias, la vulgarisation des nouvelles technologies numériques, le meilleur projet et les meilleures initiatives numériques féminines sont les 5 catégories d'où sont issus les lauréats. Ces trophées sont le gage de la reconnaissance de notre réussite et du travail abattu par nous-mêmes, mais aussi par nos collègues qui nous ont portés à bout de bras pendant toute cette période. Je puis vous assurer, Monsieur le ministre, que les lauréats de l'édition 2022 feront tout pour maintenir, sinon élever plus haut le flambeau de l'excellence dans notre pays.
Le ministre Amadou Koulibaly s'est félicité de l'excellence suscitée dans les médias, un domaine en perpétuelle mutation. Il invite les potentiels candidats à redoubler d'efforts. Mesdames et messieurs les membres du jury, je vous invite à susciter donc le maximum de candidatures de qualité. Mais en même temps, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de décerner un prix si les candidats ne sont pas à la hauteur. Pas une exigence, c'est un prix d'excellence. Il faut que tous les prix qui soient décernés méritent. La 10e journée nationale de l'excellence se tiendra le vendredi 4 août 2023 avec comme innovation le super prix d'excellence dans le domaine de la communication attribué à un ancien lauréat qui aura continué sur sa lancée. Et puisque l'on parle de prix, oui, lors de la récente soirée des Ebony, le correspondant de l'agence ivoirienne de presse Agagnoa a remporté des prix sectoriels. Après ce succès, le journaliste d'Ouagadougou a reçu les félicitations et les encouragements du préfet de la région du Go et des chefs traditionnels conduits par le deuxième vice-président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, Bizier Lambert. Les détails. Ouagadougou dédie les deux prix spéciaux remportés à la récente soirée des Ebony au Go, cette région où il exerce depuis quelques années en qualité de correspondant de l'agence ivoirienne de presse. Après le sacre, l'homme de médias est allé présenter ses trophées aux autorités administratives et coutumières. Mais un grand honneur pour l'ensemble des chefs de la région du Go. C'est le mérite. Donc c'est le travail bien fait qui t'a valu ces trophées-là. Et ces trophées nous vont droit au cœur. Dans nos régions, dans nos provinces, comme on dirait ailleurs, vous avez des grands journalistes qui font correctement leur travail et qui sont là pour épier les faits de société, comme il a dit, le travail des enfants. Il a rehaussé l'image de Gagnoa. Prix spécial du meilleur journaliste sportif, Ouagadougou a aussi glané le prix spécial de la lutte contre le travail des enfants. L'article vainqueur de ce prix traite des activités lucratives menées par des élèves du département d'Oumé sur des sites d'orpaillage illégaux situés dans les localités de Doga et de Doubafla. Dans notre enquête, nous avons constaté que ces enfants ne creusaient pas des trous, mais ils étaient sur le site, soit ils servaient de commis pour enregistrer ceux qui venaient sur les sites, ils servaient aussi de gardiens un peu pour filtrer ceux qui arrivaient sur les sites, parce qu'il faut dire que nous, les journalistes, ne sommes pas les bienvenus aussi sur les sites d'orpaillage. Fort des encouragements reçus des autorités, Ouagadougou s'engage à contribuer au développement de la région du Go à travers ses écrits. Et toute autre chose à présent, la mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion, en abrégé MAIDT, a procédé hier jeudi 23 mars à la présentation de son nouveau bureau. Il est composé de 7 membres avec à sa tête Thomas Guessambi, président du conseil d'administration de cette mutuelle pour les 3 prochaines années. Occasion pour Thomas Guessambi, le président de cette mutuelle, d'aborder le chapitre de ses perspectives. Occasion pour les mutualistes de faire le bilan des 3 années écoulées. Reportage. Avant la présentation du nouveau bureau de la mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion, MAIDT, le président du conseil d'administration sortant, Thomas Guessambi, dresse son bilan au titre de la mandature 2019-2022. Nous avons eu pour acquis un siège entièrement équipé. La mutuelle MAIDT est dotée désormais d'un véhicule de liaison estampillé MAIDT. Nous avons pu bénéficier de 2 cantines entièrement équipées qui restent à être exploitées. Pour les 3 prochaines années, la MAIDT décide de renouveler ses instances dirigeantes et les mutualistes réitèrent leur confiance à Thomas Guessambi en le maintenant au poste président du conseil d'administration au regard des résultats obtenus. Aujourd'hui, nous avons 2 projets majeurs qui nous tiennent à cœur. La mise en place d'un fonds social pour aider les travailleurs dans l'économie ou, si vous voulez, l'épargne pour leur retraite. Ensuite, un projet immobilier. Un toit aujourd'hui pour un mutualiste est extrêmement important. Il est bien évident que Monsieur le ministre de la Construction, Logement et de l'Urbanisme est sensible à ces doléances qui sont celles de la mutuelle des agents de l'IDT. Nous allons les analyser et faire tout ce qui est en notre possible, humainement en notre possible, pour voir dans quelle mesure ils peuvent être accompagnés. La mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion a été portée sur le fonds baptismaux en 2019. Elle comptabilise 150 membres à ce jour.
Reportage signé Khalil Diomondé, commenté pour vous par Didier Nguessan. Ce journal est terminé. Bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire qui sont reposés aux Comores cet après-midi du côté de Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.